Je m'appelle Isabelle Wistiner, je travaille comme thérapeute et dans le développement personnel dans mon cabinet, le cabinet Équilibre, que j'ai ouvert en 2003. Il y a 2 ans à peu près, ça allait pas mal pour moi. J'avais décidé de travailler seulement pour moi et plus à mi-temps comme employée. Et puis, dans ce cadre-là, j'avais ouvert une page Facebook. Et quelques jours après avoir ouvert ma page, je reçois un message d'une copine qui me dit: «Je trouve plus les mots». Et je me suis dit: Ben, ma page, elle doit vraiment en jeter pour que je reçoive ça comme commentaire». Et j'ai dit: «Merci et comment tu vas?» Et là, le deuxième message, j'allais pas très bien avec le premier parce qu'elle m'a dit: «Ben, tu peux bien t'imaginer». Et c'est comme ça que j'ai appris le décès de l'un de mes meilleurs amis, mon pote, mon confident. Parce que quand un drame survient, ben, la famille pense pas d'emblée à avertir tous les gens qui étaient proches de la personne décédée. Depuis, ça a été comme un tsunami dans ma vie et je me suis rendu compte que pour survivre, il fallait que j'écrive. J'ai écrit de différentes manières. D'abord, je suis intervenue directement dans la situation, ce qui m'a valu plusieurs plaintes pénales pour diffamation qui ont été retirées. Et puis alors, j'ai décidé de continuer autrement. Parce que je me suis beaucoup interrogée, justement en tant que spécialiste du bien-être. Je me suis interrogée sur comment quelqu'un qui est pas dépressif, qui a un équilibre psychologique que je qualifierais de normal, comment quelqu'un comme ça peut en venir à sauter la vie. Cet ami, mon proche ami, mon confident, il avait un enfant. Et depuis des années, il se battait pour voir son enfant. Et puis au moment où il a demandé l'autorité parentale conjointe, il a été accusé d'avoir battu son enfant. C'est quelque chose de fréquent. Je me suis rendu compte de ça depuis. Les fausses accusations, les suggestions comme quoi peut-être le parent serait pas tout à fait adéquat. C'est relativement fréquent. C'est de plus en plus fréquent parce que tout le monde sait maintenant qu'il suffit de proférer de telles accusations pour être le seul parent encore en charge de l'enfant. Je me suis aussi beaucoup demandé quel parent peut faire ça, quel parent peut décider de s'approprier son enfant comme si c'était un objet. Je me suis demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de clairvoyance de la part des autorités. Et ça fait 1 année que je consacre l'essentiel de mon temps à ça, à me documenter, à rencontrer des gens. J'ai un certificat universitaire en recueil de récits de vie que j'ai fait il y a quelques années à Fribourg. Et j'ai depuis rencontré des personnes qui ont vécu la même situation que cet ami. Et ces situations ont heureusement pas toujours débouché sur des issues aussi dramatiques, mais elles sont très pesantes au niveau émotionnel. Et puis ça, c'est seulement vu du côté du parent qui voit plus son enfant. Du côté de l'enfant, vous pouvez bien imaginer, j'espère que vous pouvez bien imaginer ce que ça fait de plus voir du tout un de ses parents, d'être pris dans un conflit de loyauté, comme on appelle ça, c'est-à-dire de ne pas pouvoir dire oui, je voudrais tellement voir mon papa ou j'aimerais tellement voir ma maman, parce que ça fait de la peine aux parents avec lesquels on vit. En tout cas, c'est ce que l'enfant pense, ou c'est ce qu'on lui dit. Je me suis demandé comment c'était possible que les autorités en charge soient si crédules. Alors j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit. J'ai vérifié ce que j'écrivais auprès de psychologues, auprès de psychiatres. Je suis supervisée pour mon travail par une psychiatre. Et je suis arrivée à un constat qui est peu réjouissant de comment fonctionne aujourd'hui en Suisse romande. En Suisse romande en tout cas, je ne me suis pas intéressée à la Suisse allemande parce que à cause de la langue, et comment en Suisse romande fonctionne la protection de l'enfance. Je voudrais relever au passage quand même que les premiers protecteurs de l'enfant, ça doit être les parents. Et quand c'est pas le cas, la société doit prendre la relève. Et pour ça, il faut des gens formés, il faut des gens compétents, il faut des gens qui soient à même de gérer des situations très très complexes. Alors dans mon livre, je transmets les témoignages que j'ai reçus, de manière anonyme bien sûr, parce que les enfants n'ont rien demandé et surtout pas qu'on étale les litiges entre leurs parents dans un livre ou dans les journaux.
Je me suis interrogée sur les solutions qu'on pouvait apporter. J'en ai trouvé plusieurs, toutes simples, parce qu'il me semble que ce qui manque beaucoup, c'est des connaissances en matière de communication interpersonnelle et puis aussi de développement de l'enfant. Parce que je me demande comment une société, c'est-à-dire la nôtre, peut en arriver à se dire, à décider et à prendre des décisions en fonction du fait qu'on dit, qu'on dirait ou qu'on pense que un enfant adolescent, par exemple, peut décider si oui ou non il veut voir ses deux parents. Parce que c'est tout à fait contraire au bien de l'enfant qu'il puisse choisir une telle chose. Qu'on lui demande, comme c'est de plus en plus l'habitude maintenant, avec qui il veut résider, s'il a déjà un certain âge, avec qui il préférerait habiter, s'il y a les deux options qui sont possibles, soit le père, soit la mère, c'est bien. Mais par contre, qu'on demande à un enfant adolescent s'il veut toujours voir son papa ou s'il veut toujours voir sa maman, alors qu'il n'y a pas eu d'abus ou pas eu de maltraitance, c'est contraire au bien de l'enfant. La Suisse, elle a ratifié la Convention des droits de l'enfant, qui elle-même dépend de la Convention des droits de l'homme. Et ça prime sur la loi suisse. C'est comme hiérarchisé au niveau de la loi. On est obligé, dans notre loi et dans nos procédures, d'appliquer ce qu'il y a dans cette convention des droits de l'enfant. Et dans la convention des droits de l'enfant, on parle à plusieurs reprises du bien suprême de l'enfant. Alors le bien suprême pour un enfant, il est tout à fait sûr que c'est d'être en contact régulier, suivi avec ses deux parents, d'être élevé par ses deux parents. Parce qu'un enfant, dans la constitution qu'il se fait de son identité, il a besoin d'avoir des contacts avec les deux familles. Mon livre est bientôt terminé, il y a plusieurs maisons d'édition qui sont intéressées et il paraîtra cet automne. J'ai encore pas mal d'assemblage de textes à faire. Je veux rencontrer quelques personnes, en interviewer et ça va me prendre encore au maximum 2 mois. Alors je le vends d'avance. Je fais un système de souscription qui va m'aider à tenir le coup financièrement le temps que je finisse mon livre en le vendant d'avance. Il sera certainement vendu un peu moins de 50 francs. En fait, on ne peut pas savoir à l'avance combien sera vendu un livre, même si on s'adresse à la maison d'édition, parce que c'est qu'au dernier moment que la maison d'édition décide à combien d'exemplaires il sera vendu. Et, euh, et c'est en fonction de ça qu'on saura le prix. Donc, j'ai estimé 50 francs. Je sais que c'est un peu plus que le prix réel du livre. Pour ce prix-là, vous recevrez mon livre à la maison, dédicacé. Et puis, si vous désirez verser 100 francs, vous aurez non seulement mon livre, mais une consultation d'1 heure, soit pour vous-même, soit pour faire 1 heure d'hypnose, soit parce que vous vivez aussi une de ces situations compliquées lors d'une séparation et pour bénéficier de conseils. Tout le reste est écrit ci-dessous, avec les détails de l'endroit où je suis joignable, de comment faire si vous voulez souscrire à ce livre. Et vraiment, cette vente faite par avance me sera très très utile et voire indispensable pour que je puisse aboutir rapidement avec mon projet. Merci d'avance.